Élu en 1976 dans Laurentides-Labelle et réélu à plusieurs reprises, Jacques Léonard est un homme politique discret, courageux, intègre. Il est avant tout préoccupé par la souveraineté du Québec et par son comté. Jacques Léonard fut un ministre influent dans les gouvernements Lévesque, Parizeau et Bouchard. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Léonard. M. Léonard, dans votre enfance ou votre adolescence, est-ce que vous suiviez la politique au Québec? C'était probablement à la fin du régime Duplessis, ça? Ça date d'un peu avant, parce que le premier souvenir que j'ai de discussion politique, c'est l'élection de 1944. J'avais 7 ou 8 ans, puis autour de la table, c'était très animé. Puis il y en avait un qui était un libéral qui chantait une petite chanson là, courante de l'élection, puis les autres se moquaient de lui. Mais ça ne date pas de la fin de Duplessis, ça date du retour de Duplessis en 1944. Et l'engagement de Duplessis, c'était de faire l'électrification rurale, laquelle est arrivée en 1946 chez nous. Alors ça a été une révolution. Mes enfants à qui je décris les choses ne comprennent pas, arrivent mal à saisir ce que signifiait une maison, une ferme sans électricité. Alors qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'Internet. Ça, c'est un premier souvenir. Puis ensuite, l'arrivée de l'électricité, ça avait été un élément majeur. Puis l'élection de 1948, où moi j'ai le souvenir d'avoir entendu le discours de Duplessis par la radio, parce que là, on avait l'électricité, donc on a eu la radio, en direct, son discours à Trois-Rivières, électeurs, électrices, électricité. Ça m'avait très surpris. Puis après, j'ai suivi, j'étais au collège à Mont-Laurier. Je lisais les journaux, parce que les journaux arrivaient tous les matins. Et puis, il y a eu l'élection de 52, puis c'était les débats. 56, déjà, c'était... Si j'avais voté en 56, j'aurais voté libéral. Puis j'étais avec un autre, un des deux libéraux possibles de la classe. Puis en 60, bien là, c'était autre chose. C'était l'arrivée de Lesage. Ça, c'était vraiment... Et il faut se rappeler que Mont-Laurier, par exemple, c'est le comté Labelle. Comté-Labelle, c'est l'ancien comté d'Henri Bourassa. Donc, vous avez toute la filiation d'idées des descendants de Papineau qui étaient par là. Puis il y a des descendants de Papineau dans la région, passablement. Alors, des débats politiques, il y en avait. Et de l'intérêt aussi. Et de l'intérêt aussi. Vous avez suivi, évidemment, les débuts de la Révolution tranquille. Oui. Oui. Pour moi, disons que je viens de vous expliquer 56, 60, c'est l'élection de Lesage. Mais la mort de Duplessis en 59, en tout cas, mon entrée à l'université coïncidait avec la mort de Duplessis, parce que je suis entré à l'Université Laval en 59. Et puis, Paul Sauvé, qui est arrivé avec son célèbre « Désormais », ça avait marqué les esprits. Puis, il y a eu l'élection de juin 60 où Lesage a pris le pouvoir. Bon, ça, c'était Révolution tranquille. À l'université, les étudiants, on en parlait beaucoup. Il y avait un parlement modèle à l'université. Chaput était venu parler, là, ça avait créé comme une révolution, puis là, déjà, les idées effervesçaient, et on a abouti en 62 à, disons, l'élection qui a porté principalement sur la nationalisation de l'électricité avec René Lévesque. Oui, j'ai suivi la Révolution tranquille du point de vue universitaire comme étudiant, là. Ça nous occupait beaucoup les esprits. Même si vous suiviez la Révolution tranquille
à ses débuts. Vous avez adhéré assez tôt au RIN avec Pierre Bourgault. C'était quoi qu'est-ce que vous amenez là, puis vos relations avec lui? La nationalisation de l'électricité a été un geste d'émancipation économique, mais aussi politique. Je pense qu'il faut mettre les deux. Et là, moi, je n'ai pas adhéré au RIN au départ. J'ai adhéré au RIN en 1963, après avoir terminé mes études, avoir passé mes examens de comptable agréé. Puis j'étais à l'époque rue Saint-Jacques. Je travaillais pour une firme de comptable agréé, Clarkson Gordon, qui est devenue, après, par suite des fusions, Arthur Young. Et graduellement, en 1963, j'ai adhéré, j'ai été une assemblée qui était annoncée du RIN, puis j'ai signé ma carte. Puis là, ça a été un autre envol vers la politique. Pour eux, je pense qu'au RIN, à l'époque, il n'y avait pas tellement de comptables agréés qui étaient membres du RIN. Alors, j'étais une acquisition, entre guillemets. Et bon, là, je me suis mis à participer aux activités. Quelle relation vous aviez avec Pierre Bourgault à ce moment-là? Alors, Bourgault, bon, moi, je voulais, quand je signais une carte pour un parti politique, je voulais travailler, faire des choses. Alors, petit à petit, j'ai fait des choses, j'ai collé des timbres, tout ça. Bon, tout ce qu'on fait quand on commence. Et puis, après, en 64, mai 64, il y a eu une campagne à la présidence du RIN où il y avait Guy Pouliot, qui était un avocat de Sillery, ici à Québec, et il y avait Bourgault. Alors, c'était deux positions, Bourgault étant considéré comme plus radical, plus batailleur, puis avec des talents qu'on lui connaissait. Alors, moi, j'étais de son équipe. J'ai travaillé avec son équipe. Puis après l'élection, ben, j'ai dit, moi, je travaille pour toi, mais tu vas venir compter Labelle, puis on va fonder le RIN à Labelle. Puis effectivement, c'est ce qu'on a fait, je pense, la fin de semaine qui a suivi l'élection, son élection à la présidence du RIN. Puis après, ben, au cours de l'été, lui, il a dit, ah, ben, je vais te donner un poste. Alors, je suis devenu, j'avais un titre quelconque, mais je travaillais avec Bourgault. Je le suivais un peu partout. J'ai été, comme on dirait, là, très prosaïquement son chauffeur, puis on discutait. Et puis après, il y a eu toutes sortes d'événements, dont ce qu'on a appelé la visite de la reine, qui a conduit au samedi de la matraque, enfin, tout ça. Et il s'était présenté, lui, en 66. Oui. Avez-vous fait campagne Alors, avec lui? après cette visite de la reine, Bourgault a entrepris une tournée du Québec. La première, on a commencé en Outaouais. Et puis on a fait le tour, Sherbrooke, un peu partout. Puis on est allé jusqu'à Sept-Îles, ça c'est au début novembre, dans une tempête mémorable. On est arrivé à 8 heures du soir, ça nous avait pris de 1 heure à 8 heures pour se rendre de Bécomo à Sept-Îles. Il y avait à peu près ça des pets de neige, c'était glissant, c'est épouvantable. Mais l'atmosphère, l'accueil ont été très chaleureux. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'on a évoqué l'hypothèse, tiens, pour gagner une prochaine élection, ça pourrait être dans Duplessis. Puis effectivement, en 1966, il s'est présenté. Sauf qu'en 1964, même avant la fin de cette tournée, moi j'ai eu des nouvelles que j'avais une bourse d'études à Paris. Alors j'ai dit, j'ai une bourse d'études de 2 ans pour aller à Paris, étudier en France, fait que je suis parti. Puis ça s'était terminé, bien, on achevait la tournée. Bien, c'est comme ça. Alors j'ai suivi. Bien, de France, on suivait un peu les nouvelles, sauf que c'était loin. Les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Mm-hmm. Si on avance un peu dans le temps, il y a eu après ça la fondation du Parti québécois en 1968. Là, vous avez quitté le RIN pour aller au Parti québécois. Il n'y avait plus d'RIN. Il n'y avait plus d'RIN, justement. Le RIN s'était sabordé. Est-ce que votre militantisme était différent? Ah, forcément. En revenant d'Europe, j'avais travaillé au comité, le comité politique du RIN, sur le titre exact, je ne me rappelle plus, mais j'étais un des 3 qui travaillait avec un monsieur Champagne en particulier sur cette commission ou ce comité. Moi, je suis parti aussi 1 an en Afrique, à l'université de Butare, au Rwanda.
Et je suis revenu après, à l'Université de Montréal. Lorsque je suis revenu, l'atmosphère avait beaucoup changé. De Gaulle était venu, il avait brassé le cocotier pas mal. Et puis, ces choses avaient changé. Et puis, René Lévesque, qui avait fondé le mouvement Souveraineté Association, avait décidé de créer un parti politique, ce qui était, je pense, dans l'ordre des choses. C'était prévisible que ça arrive. Alors, Bourgault décide, je dirais ça comme ça, propose de s'aborder de l'aérienne pour aller au PQ, au Parti québécois. Et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu, même moi, j'étais très réticent à faire ça, parce qu'il y avait quand même des différences d'orientation assez significatives. Mais ça s'est fait. Et puis, graduellement, les gens du RN se sont intégrés au Parti québécois, ce que j'ai fait aussi. J'ai commencé à travailler dans la trésorerie du Parti québécois. À l'élection de 70, j'étais là, mais c'est là où ma décision a changé. Disons que je me suis dit, au début de l'élection, moi, ce qui m'intéresserait finalement, ce serait d'en faire moi-même la politique. Et puis, dans la Belle, bon, il y avait des candidatures, mais qui, en tout cas, il y avait un débat là, pour la course à aux candidatures, à la candidature du Parti québécois. Puis, finalement, j'ai gagné dans la Convention. Puis là, j'ai fait l'élection de 70 comme candidat. Ah, on a perdu. Et étiez-vous confiant de l'emporter? Parce que là, ça commençait le PQ. En 70, personnellement, ça ne m'a pas surpris qu'on perde dans la Belle. Ça, même si l'enthousiasme est à son comble autour, on a quand même des échos de ce que font les autres, puis il était assez sûr, eux autres, de gagner. C'est Fernand Lafontaine, qui était ministre des Transports à l'époque. Puis un ministre des Transports au Québec, en tout cas à l'époque, ça s'était jamais battu. Ça n'avait jamais été battu. Fait que, bon, j'ai perdu, mais on a continué à travailler parce que il y avait une équipe qui s'était mise en place graduellement. C'est comme un parti politique. C'est très difficile de construire un parti politique comme le Parti québécois, avec des options, avec des idées, avec des perspectives qui étaient, disons, révolutionnaires pour l'époque. Alors, c'était normal que le résultat n'ait pas été à la hauteur des attentes, mais c'était quand même une bonne base de sortir avec 20 du vote à l'élection. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec nous. Nous, on les connaissait. Les adversaires ne nous connaissaient pas. C'est un des avantages d'un nouveau parti politique. Les adversaires, ils ne sont pas là. Alors, j'ai continué à travailler. J'ai été président du comté, même à partir de Montréal, parce que je gagnais ma vie à Montréal, à l'Université de Montréal. Et puis, en 73, là, on a travaillé, puis je me suis présenté aussi en 73. En 73, j'avais beaucoup plus d'espoir de gagner. J'avais travaillé pour gagner. On a perdu par, il me semble, c'est 2307 voix. Le pointage était meilleur. Dans l'ancien comté Labelle, parce que là, les frontières, les limites du comté avaient changé. Dans l'ancien comté Labelle, je crois que j'aurais été majoritaire, de justesse, mais je l'aurais été. Mais avec l'extension du comté, là, j'ai perdu. Dans quelle partie? Vers le sud. Le comté s'étendait jusqu'à Valmorin, alors qu'auparavant, il arrêtait entre la Conception et Saint-Jovite, qui sont deux municipalités, là. Et puis, c'était étendu aussi un peu du côté de l'ouest, vers Notre-Dame-du-Lot. Donc, on descendait assez loin dans l'Outaouais. Le comté était devenu très grand. Bon, là, on a été très déçus. Bien, je pense qu'il n'y avait pas juste le comté Labelle qui était déçu, c'était un peu à la grandeur du Québec. On avait cependant augmenté notre pourcentage du vote. Nous, on était à 31. On avait un point de plus que le national, mettons. Est-ce que vous aviez le goût de continuer ou de laisser tomber? Non, j'ai vraiment pensé laisser tomber. J'ai continué un peu, puis je pense qu'après une défaite, dans une bataille où on a pensé gagner, ça prend du temps à réfléchir, à revoir. Puis les gens aussi connaissent une évolution dans leur pensée, leur militantisme.
J'avais travaillé un bout dans le comté de Laurier, à Montréal. Mais j'avais toujours des échos de Labelle, parce que, bon, ça s'appelait Laurentide-Labelle à ce moment-là, le comté. J'avais des échos, puis j'avais encore des amis, là. Puis au moment de l'élection, les cartes sont tombées. Lise Payette avait manifesté son intérêt pour la politique, alors le comté de Laurier, ça pouvait être un bon comté. Puis là, moi, il y avait des gens aussi qui me sollicitaient de revenir dans Labelle, décidé de retourner dans Labelle, puis Lise Payette a pris Laurier. Alors, chacun a fait sa convention, qu'il a gagné. Bon. Mais là, ça. Le contexte vous était plus favorable qu'aux deux précédentes. Ah oui, là, c'était une organisation multipliée par 2. Des gens, tu faisais une assemblée de cuisine, là, ça prenait pas 50 téléphones pour réunir 15 personnes. Là, elles venaient toutes seules. Les électeurs venaient, là. Tu allais quelque part, tu dis, oui, on va aller dans une maison privée. Tu rentrais là, il y avait, je sais pas, moi, ça débordait, là. Puis le climat était ouvert, était favorable. Tu sais, là, on sentait la vague. On sentait la vague. Oh, oui. Le portrait du comté de Labelle dans les années 70, autant sur le plan social qu'économique, géographique, vous en avez parlé, comment ça se définissait? Le comté Labelle avait encore beaucoup d'agriculture. En 60, c'était un comté très agricole. Le Nord avait une agriculture florissante qui est restée d'ailleurs, même aujourd'hui, à cause de la fromagerie de Saputo à Mont-Laurier, qui a été faite, construite dans les années 80, même un peu avant. C'était un comté agricole dans plusieurs de ses parties, y compris dans le sud jusqu'à Saint-Jovite-Mont-Tremblant. Saint-Jovite, c'est Mont-Tremblant maintenant. C'était forestier. Les compagnies forestières opéraient. Il y avait beaucoup d'industries forestières. Et l'industrie touristique commençait. Il y en avait toujours eu, mais tout le monde voyait qu'il y avait de l'avenir de ce côté-là. Donc, sur un plan économique, c'était pas un comté riche, mais c'était un comté avec des perspectives. Je dirais ça comme ça. Par ailleurs, c'était une population jeune. Le Québec, en 60-70, était une population jeune. Donc, l'avenir était devant nous. On n'avait pas pris la mesure des questions démographiques comme on les prend maintenant. Nos familles, moi, je suis d'une famille de 11 enfants. Puis, beaucoup des jeunes de mon âge, c'était ça. Là, bon, après, ça a tombé assez radicalement, merci, mais c'est un comté aussi qui connaissait une émigration vers les villes, vers Montréal, vers Saint-Jérôme. Saint-Jérôme étant souvent une étape avant Montréal. Donc, tout l'exode rural a été ressenti durant ces années-là. Mais sur le plan économique, il y avait quand même des investissements qui se faisaient, en forêt notamment. En tourisme, c'est en effet. Puis en agriculture, là, il y a eu une évolution, une réduction du nombre des fermes, mais les agriculteurs qui sont restés sont devenus des agriculteurs avec des fermes pas mal plus grandes. Et le niveau de vie? C'était pas un des niveaux de vie très élevés. Ça dépendait des coins. Dans des milieux touristiques, le niveau de vie est considéré comme étant, en général, assez élevé parce que tout est calculé, tout est enregistré, vous payez des factures, tandis que dans une économie où l'agriculture existe, il y a le phénomène du troc existe, comme il existait avant, mais c'est moins vrai maintenant, mais il y en avait, et c'est pas un phénomène qui est enregistré par les statistiques nationales. Ça passe en dessous de la couverte, là, comme ça. Alors, je dirais que c'était un des niveaux de vie assez faibles. Le comté Labelle était considéré comme ayant un niveau de vie bas, mais il y avait une qualité de vie assez intéressante, je dirais ça. Comme cela, pour ceux qui avaient des problèmes, vraiment, il y avait l'exode. Moi, j'en suis un exemple. J'ai été sur une ferme.
J'ai étudié à Mont-Laurier, mais finalement, je me suis retrouvé à Montréal, à l'Université de Montréal. Bon. Mais ça fait partie du phénomène de l'exode rural. En 1976, pour revenir à l'élection, où le Parti québécois a pris le pouvoir, vous étiez un souverainiste de la première heure. Est-ce que vous avez cru qu'à ce moment-là, la souveraineté était à portée de main? Oui, je l'ai pensé. Le soir de l'élection, notamment, on a dit, bon, là, il y a l'autre étape, le référendum, on va le gagner, on est au gouvernement, ça devrait faciliter les choses. Et puis, on s'attendait aussi à une évolution assez rapide, qu'on fasse cette opération-là, entre guillemets, rapidement. Vous étiez pour un référendum assez tôt après l'élection? Je ne sais pas si j'avais vraiment une idée là-dessus. Je pensais que ça arriverait. Puis peut-être qu'on aurait pu faire un référendum rapidement. Mais ce qui nous est tombé dessus, ce sont les problèmes de l'administration gouvernementale. Alors là, vous connaissez les opérations. Quand un nouveau gouvernement arrive, les sous-ministres qui étaient en poste sous l'ancien gouvernement s'amènent le mardi matin, parce que c'est comme ça que ça se passe, et chaque sous-ministre fait un briefing à son nouveau ministre. Puis là, il lui met sur la table tous les problèmes du ministère. Et là, vous tombez de haut. Puis vous dites, est-ce que j'ai gagné une élection pour ça, là? Moi, je me rappelle, c'était les problèmes de la communauté urbaine de Montréal, les problèmes de la loi 12 à l'époque, qui avait été une loi déposée par Victor Goldblum sur l'urbanisme, qui était contestée par l'Union des conseils de comté. Puis, bon, c'était la bataille. Il y avait les questions environnementales. Bon. Donc, la souveraineté vous était plus êtes loin. rendu, là, c'est le référendum de la question de l'indépendance, la souveraineté, disait-on pudiquement. C'était comme plus loin. On y pensait moins à court terme. Et ça a commencé comme ça. Puis il fallait régler ces choses-là. Puis il y a toujours, tout le temps, quelqu'un qui nous mentionne la cote de crédit du Québec. Alors, le Québec est endetté, le Québec est en déficit. C'est un refrain connu, qu'on connaît encore maintenant. Alors, disons qu'on a été confronté à une certaine réalité qui, par la force des choses, n'était pas, ne nous était pas présentée sous l'aspect positif. Ça a été présenté sous l'aspect des décisions à prendre. Il faut que vous décidiez ça d'ici le plus tôt possible, et c'était toujours très urgent. Alors, après coup, je vois l'espèce de théâtre qui avait été monté pour nous... disons, pour nous rafraîchir les idées. Quelle impression vous avez eue quand vous êtes arrivé, là, fraîchement élu, parmi tout ce groupe de collègues nouvellement élus aussi? Moi, je ne connaissais pas la machine gouvernementale. Je ne connaissais pas. Puis... même si j'étais un professionnel qui venait de l'Université de Montréal, bon, on entend parler du gouvernement, mais ce que ça veut dire, le secrétariat général, et les ministères, je ne connaissais pas. Et on arrive dans un groupe qui avait un peu la même expérience. Le seul qui avait été membre d'un conseil des ministres, c'était René Lévesque. Parizeau avait tourné autour, Claude Morin avait tourné autour, certains, pas beaucoup. Alors, on était un peu, je pense, démunis, avec cependant une idée, quant à moi, qui était celle d'émanciper le Québec puis de faire la souveraineté ou l'indépendance. Et ça, je pense que ça... On a eu une réaction aussi de solidarité entre nous, ça c'est sûr. L'évêque c'était le premier ministre, puis avec un prestige considérable. Puis nous, je pense que son autorité était évidente, là. Ça allait bien de ce côté-là. Vous attendiez-vous à être nommé ministre? Non, moi, d'abord, je ne m'attendais pas à ce qu'on prenne le pouvoir, parce qu'après 2 défaites comme celle de 70-73,
on était devenus très réalistes. On va être une opposition forte. C'était comme ça que je voyais les choses. Oui, c'était une étape après l'autre. Puis dire que je pensais qu'on prendrait le pouvoir, ça, pour moi, non, je voyais pas ça. Alors, je ne m'attendais pas d'être ministre, même après l'élection, parce que je ne connaissais pas le gouvernement. Je trouvais que, pour approcher, pour prendre des décisions, alors non, je n'avais pas pensé à ça. Mais comment M. Lévesque vous l'a annoncé et surtout vos nouvelles responsabilités? J'ai reçu un téléphone, tout à coup, de me rendre à North Atlee. Oui, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais en tout cas, c'était confidentiel, mais bon. Je trouvais que oui, là, après l'élection, il y a des choses qui passaient, puis c'est là que on fait un portrait dont j'ai compris certaines choses, puis d'autres pas, parce qu'après, j'ai réalisé... Et il m'a parlé de l'aménagement. Bon, et une structure de ministre d'État. Là, quand vous ne connaissez pas le gouvernement, moi, a priori, l'évêque propose quelque chose, je dis oui. C'est lui qui connaît les affaires, pas moi. Alors, c'est un peu comme ça que ça s'est présenté. Et l'aménagement, alors, j'ai posé moi-même la question, c'est quoi l'aménagement? Ça consiste à faire quoi? Question que de multiples électeurs m'ont posée par la suite, et membres du parti. Ça mange quoi en hiver? Alors, l'aménagement, bien, tu as une explication. C'est de la planification, c'est essayer de dégager des perspectives. Bon, là, tu dis, ouais, mais c'est une réponse très vague. Tu retournes dans la belle, là, puis tu expliques ça à ton organisation de comté de façon aussi théorique que ça. Tu as l'air un peu d'un ovni. Alors, ça s'est dégagé même pour nous, parce qu'on a essayé nous-mêmes de dégager des pistes. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi d'urbanisme au Québec. Il y avait des articles dans le code municipal ou dans la loi des cités et villes pour certaines villes, mais même dans le code municipal, il y avait peu de choses. Il y avait peu de choses. Ça, c'était une des grandes questions. Il faut donner une base. Il faut qu'il y ait un cadre. Il y avait avec moi des gens qui tournaient autour de l'urbanisme et de l'architecture. Et puis, il y avait aussi, disons, tout un autre volet à cette question-là qui était « Qui va décider de quoi? » Et on dit « Il faut que les municipalités soient dans le coup. » Donc, on revenait aux municipalités. Ces municipalités sont dans le coup. Il faut que ce soit tout le monde. On ne peut pas donner un pouvoir d'urbanisme aux villes, puis après ça, les campagnes ne font rien, d'autant plus qu'il y avait dans le décor la loi, disons, toute une préoccupation sur les terres agricoles qui étaient mangées par une approche de développement exagérée compte tenu, disons, des statistiques démographiques. Aujourd'hui, on le sait, mais dans le temps, c'était moins évident. Alors, puis il y avait des gens qui acquéraient des terres agricoles, les gens étaient inquiets de tout ça. Puis, bon, il y avait tout ça, ça effervescait. Alors, il y a eu des réflexions là-dessus. On s'est aligné sur la loi, graduellement sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Il y avait le monde municipal qui avait ses propres problèmes. Guy Tardif était aux affaires municipales, puis il avait fort à faire avec les municipalités pour toutes sortes de raisons. Puis, alors ça, c'était au cœur d'une réflexion, d'une démarche. Tardif a fait des choses considérables avec les affaires municipales, en termes de démocratie municipale, en termes aussi d'assainissement. Et puis ça marchait avec nous, notre approche sur l'aménagement. Alors bon, ça, je vous donne des réflexions. Là. Merci, M. Léonard. On continue la semaine prochaine. Je vous en prie.